Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale intitulée Circulation et formation des étudiants, transfert technologique et puissance économique, l'exemple de l'Inde. Pour traiter ce sujet, nos deux journalistes se sont spécialement rendus en Inde pour interviewer un étudiant et un professeur. Et dans la suite de cette émission, nous accueillerons deux spécialistes, un spécialisé en technologie et l'autre spécialisé en économie. Je vais maintenant donc laisser la place aux journalistes. Conscients de l'importance des savoirs dans la mise en œuvre d'une politique de puissance, les États cherchent à mettre en place des politiques de développement de la recherche et de l'innovation pour accroître leur prospérité économique, asseoir leur supériorité militaire, mais aussi pour étendre leur influence culturelle. Entre rivalité et coopération, la connaissance devient un enjeu fondamental pour les relations internationales. Nous verrons ici l'exemple de l'Inde. L'Inde est un immense pays d'Asie du Sud-Est qui possède une forte densité de population et compte environ 1,3 milliard d'habitants. Le pays est aussi connu pour sa richesse culturelle et colorée. Depuis l'indépendance en 1947, le pays souhaite s'imposer sur la scène mondiale et décide pour ça de développer une économie de la connaissance. Elle compte sur la jeunesse indienne pour développer le pays. Le gouvernement indien démarre l'alphabétisation de la population indienne à partir de l'indépendance pour former une main-d'œuvre compétente. L'État y investit 3,8% du PIB et un effort particulier est fait dans l'enseignement supérieur. Lorsqu'une politique de libéralisation de l'économie et d'ouverture aux multinationales étrangères est initiée dans les années 90, cette main-d'œuvre technique hautement qualifiée et peu coûteuse constitue un atout majeur pour l'Inde sur le marché international du travail. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Je viens d'arriver en Inde et je vais aller interviewer l'étudiant Ravi Qureshi et le professeur Monsieur Hanif. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, donc moi je suis professeur dans une université indienne, l'IIT de Delhi. Bonjour, quant à moi je suis un étudiant dans cette même université. Alors, parlez-nous de votre situation en Inde. Donc en ce qui me concerne, j'enseigne maintenant en Inde depuis plusieurs années. Donc j'ai étudié pendant 3 ans dans une université indienne, puis je suis partie pour poursuivre mes études aux États-Unis et je suis revenue en Inde pour enseigner. Donc moi je suis étudiant en dernière année et j'espère pouvoir bénéficier d'une bourse pour partir étudier à Stanford aux États-Unis. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que l'IIT ? Ok, donc l'IIT c'est l'acronyme de Institut Indien en Technologie ou alors Indian Institute of Technology. Donc ce sont des établissements publics d'enseignement supérieur spécialisés dans l'ingénierie et la technologie. En effet, avec l'accès à l'indépendance en 1947, la formation d'une main-d'œuvre technique qualifiée est devenue un enjeu majeur. Donc les IIT ont été calqués sur le modèle du Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, établissement qui a d'ailleurs grandement participé à la formation d'une importante partie de la classe industrielle et de l'élite technologique états-unienne. Il faut aussi préciser que les autorités indiennes, sous l'impulsion des États-Unis, sont à l'origine de la création de ces établissements. Et donc il existe aujourd'hui 18 instituts en Inde qui sont considérés comme les meilleurs établissements publics d'enseignement supérieur en ingénierie. Et donc celui de Delhi dans lequel j'étudie est le meilleur de tout cela. Vous avez dit vouloir partir aux États-Unis, mais pourquoi partir ? Eh bien en fait... Excusez-moi. Donc il est vrai que nombreux sont les étudiants qui partent étudier vers des pays anglophones. C'est d'ailleurs un enjeu majeur de notre politique indienne et on qualifie cela de diaspora indienne ou de fuite des cerveaux. Par exemple, en 2019, 750 000 étudiants ont migré vers des pays anglophones. L'une des raisons principales à cela est que malheureusement la capacité d'accueil de nos écoles sont trop petites par rapport aux besoins croissants du pays, avec une population qui ne cesse d'augmenter de jour en jour. De plus, ces pays ont une forte demande en ingénieurs et chercheurs et nos étudiants sont particulièrement qualifiés dans ces domaines. C'est tout à fait vrai que nous sommes motivés depuis tout petit. Tout le monde, j'ai été élevée dans cette optique de poursuivre mes études supérieures aux États-Unis comme tous mes camarades indiens. Et d'ailleurs, je développe une fascination pour Sundar Pichai, qui est le directeur de Google et qui est en fait d'origine indienne. C'est grâce à lui que j'ai pu m'épanouir dans mes études et que je me lève chaque matin en sachant pourquoi je travaille et
que ça pourra m'apporter quelque chose de très bien. Malheureusement, ma collègue a attrapé un terrible coup de soleil. Je vais donc la remplacer durant cette interview. Vous nous avez parlé de Sundar Pichai, c'est bien ça? C'est ça. Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur son parcours? Je me permets de répondre à cette question car Sundar Pichai était l'un de mes élèves et je suis particulièrement fière de ce qu'il est devenu. Donc en effet, il vient d'une famille très modeste, mais étant motivé et en travaillé très dur, il a réussi à obtenir une bourse pour partir étudier à Stanford. De là, il n'a fait qu'exceller dans son domaine et en 2015, il devient PDG d'Alphabet, l'entreprise mère de Google. Rien que ça. C'est vrai que c'est réellement un exemple pour nous parce qu'il est le modèle de réussite indienne par excellence. Donc il nous prouve qu'on peut devenir quelqu'un d'important et que l'Inde gagne en reconnaissance dans le monde entier. Dites-nous, est-ce facile de partir du pays? Eh bien justement, en 1999, les autorités indiennes ont créé un statut pour les membres de sa diaspora, qui s'appelle le PIO, donc Person of Indian Origins. Donc c'est un statut qui permet aux Indiens qui veulent partir d'obtenir plus facilement un visa, entre autres. Donc c'est vraiment extrêmement important pour le pays. Il faut savoir que la plupart des personnes qui ont ce statut ne reviennent jamais s'installer en Inde. Cependant, ils gardent des liens très très forts avec leur pays d'origine. Et j'espère plus tard pouvoir bénéficier de ce statut. Nous allons maintenant entrer au cœur du sujet. La diaspora indienne, qu'apporte-t-elle à l'Inde et qu'apporte-t-elle au pays qui accueille ses étudiants? Donc premièrement, nous savons que la plupart des étudiants se dirigent plutôt vers les États-Unis, la langue anglaise étant la deuxième langue officielle parlée en Inde, cela paraît donc plus cohérent. En outre, la fuite des cerveaux est extrêmement bénéfique aux États-Unis, puisque les étudiants qui partent étudier à l'étranger, notamment aux États-Unis, sont classés parmi les meilleurs et ils ont donc acquis un grand nombre de connaissances. C'est pourquoi ils sont d'ailleurs mieux qualifiés que les Américains eux-mêmes. À cet égard, 80% des Indiens qui vivent aux États-Unis ont un diplôme. C'est même la population la plus qualifiée du pays. Donc en ce qui concerne l'Inde, on pourrait penser que ça n'apporte que des désavantages parce que énormément d'étudiants, de cerveaux s'exilent vers d'autres pays. Cependant, il faut savoir que ça apporte un statut privilégié à l'Inde. Donc par exemple, un tiers des ingénieurs de la NASA sont en fait indiens ou d'origine indienne. C'est le cas de Kalpana Chawla. Et puis il faut aussi savoir que les Indiens exilés envoient beaucoup d'argent à leur famille dans les pays d'origine. Donc c'est un très bon point économique pour l'Inde. Exactement, c'est ce qu'on appelle la stratégie de la double connaissance. Donc en effet, les étudiants indiens sont donc très qualifiés et ainsi participent grandement à l'économie des États-Unis. En échange, les États-Unis peuvent donc apporter à l'Inde une aide considérable et nous accorder un statut de privilégié. Très bien, mais y a-t-il des inconvénients? Oui, bien sûr, tout n'est pas blanc. Certes, les États-Unis contribuent largement à notre développement économique. Cependant, cela veut aussi dire qu'il serait donc très compliqué pour nous de se développer indépendamment d'eux. En effet, ils sont indispensables à notre bien-être et nous savons que malheureusement, on serait incapable de se développer sans eux. De plus, le fait que toute la population active parte à l'étranger et que la plupart des étudiants donc, y restent pour travailler également, constitue un véritable frein à notre développement. On assiste donc ici un petit peu à une sorte de cercle vicieux puisque les étudiants partent afin de mieux gagner leur vie. Cependant, comme ils restent dans ces pays, ils ne contribuent pas au développement économique de notre pays et ainsi on reste donc au même point qu'au départ. Donc si j'ai bien compris, le départ des étudiants représente un frein pour le pays. Donc malgré ces inconvénients, ça ne vous dérange pas de partir? Oui, je sais, c'est un choix très difficile. Soit je reste dans mon pays, donc je contribue au développement, mais par contre, j'ai pas d'argent. Soit je vais aux États-Unis et je gagne bien ma vie, mais je laisse l'Inde, je contribue pas à son développement. Donc évidemment, je dois choisir, mais même ma famille me pousse en fait à partir me former aux États-Unis. Et puis je me dis que je leur serais plus utile en leur envoyant un peu d'argent que je gagne tous les ans, plutôt que rester en Inde et ne même pas pouvoir les aider parce que je peinerais moi-même à gagner ma vie. C'est avec plaisir.
Et merci à vous d'avoir suivi ce reportage en Inde. C'était Emmanuel Cabot pour France 2. Malgré ces dispositions mises en place pour l'enseignement, les étudiants indiens migrent aux États-Unis principalement ou dans d'autres pays comme le Canada ou la France pour étudier. Cette émission insiste donc sur deux aspects de la puissance scientifique indienne. D'une part, la circulation et la formation des étudiants, et d'autre part, les transferts de technologie. Maintenant, une courte page de pub, et juste après, nous retrouvons nos deux spécialistes. Il y a du nouveau chez Ultradoux, et même du bio. Découvrez notre shampoing Ultradoux Trésor de miel certifié bio à la cire d'abeille et au miel d'acacia bio dans une bouteille en plastique recyclé. Il agit comme un ciment réparateur pour protéger vos cheveux jusqu'aux pointes. Intensément renforcés, vos cheveux sont éclatants de santé. Bonjour, nous voici devant la maison de Aaron Oliel. Ah bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Super, et ben venez à l'intérieur. Merci. Donc, Monsieur Oliel, vous avez récemment écrit un ouvrage intitulé L'économie du futur, la connaissance, l'exemple de l'Inde. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Bien sûr, alors avant tout, il est présent juste ici. Je le montre pour nos chers téléspectateurs. Ne jugez pas la couverture, j'ai eu un petit problème avec l'éditeur, mais ce n'est pas très grave. Ce qui fait un livre, c'est son contenu. Et pour répondre à votre question, je vais prendre la première page de mon livre, qui dit tout simplement « En temps de paix ». C'est l'économie de la connaissance qui alimente les compétitions entre les États. C'est une économie qui s'appuie sur une ressource inépuisable, la connaissance donc, tandis que les modèles économiques actuels, eux, se basent sur des ressources qui sont souvent épuisables. Si je parle de cette économie dans mon livre, c'est parce que parallèlement à la formation des étudiants, l'Inde utilise également des transferts de technologie. Pour vous à la maison, le transfert de technologie est un processus par lequel un pays transfère donc un savoir-faire, une connaissance à un autre pays. Tout transfert a deux acteurs. D'abord à l'origine, l'émetteur, celui qui possède de base la connaissance, et à la destination, le récepteur qui lui, donc au début, ne dispose pas de cette connaissance, mais qui à la fin de ce processus va la détenir. Et pour illustrer mes propos, aujourd'hui, on considère que 10-15% de la capacité de recherche des sociétés est achetée à l'extérieur. On peut donc en conclure que l'enjeu de la connaissance, c'est un levier pour l'économie des pays. Et donc, pouvez-vous nous expliquer ce que gagne l'émetteur à transmettre sa technologie? Bien sûr, donc l'émetteur, en faisant ça, il va d'une part partager sa connaissance au monde. Je trouve ça un petit peu beau, même si le monde n'est pas aussi rose. Mais surtout, ce qu'il va gagner, c'est fabriquer un bien, le transférer et pouvoir en faire du profit. Le but de ces transferts, c'est une intelligence collective qui va permettre d'incorporer la technologie reçue par les pays étrangers. Pour revenir à l'Inde, le pays est un géant des services informatiques. On compte par exemple 4 millions d'emplois dans ce secteur pour un chiffre d'affaires de 123 milliards de dollars, ce qui est tout simplement énorme. D'ailleurs, chaque année, on compte 400 000 nouveaux informaticiens. Alors, attiré par ces ressources humaines assez importantes, même très importantes, on va voir l'implantation de géants de l'informatique occidentaux, comme par exemple Google, Amazon, Microsoft, qui vont s'installer dans des villes comme celle de Bangalore, qui est souvent vue comme le symbole de l'émergence indienne. Et d'ailleurs, petit fait amusant, ce sont aujourd'hui des jeunes Indiens qui sont à la tête de ces géants occidentaux. Voilà, c'est un peu tout les basiques à savoir. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de ce que je viens de dire, ou peut-être d'un autre exemple? Oui, alors, en parlant du transfert de technologie, en 2012, dans le cadre de la vente de Rafale française, une inquiétude s'est faite ressentir vis-à-vis du partage de technologies militaires à un pays encore émergent. Donc on peut se demander pourquoi accepter de transférer et de recevoir des technologies à l'Inde? C'est une très bonne question. Tout simplement, l'Inde est vue comme un pays de paix, tout simplement. Pour reprendre votre exemple, François Hollande en 2013 a justifié cet échange par la confiance entre les deux pays. Puisque l'Inde fait confiance à la technologie française, la France fait confiance à l'utilisation de ces armes par l'Inde.
D'ailleurs, en parlant de haute technologie, on parle souvent, aujourd'hui du moins, du Premier ministre indien Narendra Modi, qui depuis 2014 met en place une diplomatie économique qui encourage les transferts de technologie, mais également qui met en place ce qu'on appelle le Made in China, autant pour moi, Made in China, le Made in India, bien sûr. Désolé, je suis un petit peu fatigué, il fait déjà nuit, c'est terrible ça. Cette diplomatie n'est pas nouvelle, elle date de 1970. Le groupe Tata, T-A-T-A, qui de base construit des voitures, des camions, même des climatiseurs, a créé en 1968 sa première branche informatique, nommée TCS, et aujourd'hui c'est l'une des branches les plus rentables. Elle a vendu très vite ses compétences à des industries américaines, et aujourd'hui elle compte 300 000 emplois pour un chiffre d'affaires qui dépasse les 10 milliards de dollars, ce qui est hallucinant. Voilà. Donc merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. C'était l'interview avec Aaron Oliel. N'hésitez pas à aller regarder plus précisément son livre. N'hésitez pas, il est pas cher, il est assez... oui, il y a beaucoup de pages quand même. Il est beau. Il est très beau. Bon, la couverture est... On peut la remettre en question, mais je vous prierai de ne pas le faire, s'il vous plaît. Un petit peu de respect quand même dans ce monde de brut. Merci en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous. Nous sommes donc maintenant en direct avec Sacha Madar. Bonjour Sacha, merci beaucoup de nous accorder du temps pour répondre à nos questions. Donc bonjour, merci beaucoup de m'accueillir sur votre plateau. Malgré le fait qu'on soit en visio, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être là et de pouvoir répondre à vos questions en tant que professionnel d'économie en Inde. Donc premièrement, pouvez-vous nous expliquer quel sera le PIB de l'Inde en 2022 et quelle place elle occupera à différentes échelles? Donc votre question est très intéressante puisque l'Inde c'est un pays qui gagne un rang au palmarès des pays les plus riches du monde selon le FMI, donc le Fonds monétaire international. En 2022, son produit intérieur brut devrait atteindre les 619 milliards de dollars d'après l'organisation. Entre 2021 et 2022, le produit intérieur brut de l'Inde augmente de 8,5% selon les chiffres publiés par le FMI. Il devrait ainsi atteindre à prix courant les 3250 milliards de dollars avec un PIB en 2022 de 3250 milliards de dollars contre un PIB en 2021 de 2834 milliards de dollars avec une évolution du coût de plus de 8,5% avec une place au 7e rang mondial en 2022 et une 3e puissance économique d'Asie. Donc maintenant, pouvez-vous nous expliquer un peu comment évoluent les indicateurs économiques au cours de ces 15 dernières années ? L'Inde est un pays en totale recomposition. Depuis la libération de l'économie initiée en 1991, le sous-continent indien est entré dans un processus de réforme accéléré. Le plan Make in India de 2014 consacre l'ouverture du pays aux investissements directs étrangers, donc les IDE, qui ont largement contribué à son renouveau. Depuis, les retombées socio-économiques ne se sont pas fait attendre, puisque l'Inde, qui compte 1,3 million d'habitants, s'est hissée en 3 décennies au rang de nouveaux pays industriels et technologiques. Au cours des 15 dernières années, tous les indicateurs économiques sont en forte croissance et ou en nette amélioration. Donc que ce soit le PIB par habitant, l'inflation, les dettes publiques, le taux de chômage. Donc résultat, des millions d'emplois ont été créés et près de 150 millions d'habitants sont sortis de l'état de la pauvreté. À l'heure actuelle, l'Inde réalise des taux de croissance du PIB les plus élevés au niveau mondial. Sur ce point, elle rattrape la Chine en 2014 avec 7,4%. Elle la dépasse en 2015 avec 7,9% et réalise un pic de 8,17% en 2016. Avec 6,8% en 2018, le pays affiche le taux de croissance de PIB le plus élevé parmi les BRICS. Et si, au final, c'était l'Inde la plus grande puissance économique du futur ? En effet, l'Inde est un géant économique à 2 vitesses. L'Inde est un pays en pleine ébullition économique tiré par le secteur des technologies. Les patrons de Google, Microsoft, Adobe et IBM sont d'origine indienne. Et oui. L'Inde est à la conquête du monde. On dit que le XXIe siècle appartient à l'Asie où vivent 60% de la population mondiale.
et où se trouvent 21 des plus grandes villes du monde. Elle représentera 50% du PIB mondial et sera à l'origine de 40% de la consommation mondiale d'ici 2040. Ce qui représente un véritable déplacement du centre de gravité du monde, excusez-moi. Mais malgré cela, petit aparté, il ne faut pas oublier que l'Inde souffre de graves carences parce que les inégalités sociales sont présentes et sont aggravées par la crise sanitaire. De plus, le chômage est un problème structurel lié à la faiblesse de l'outil industriel. Le géant de l'Asie économique du Sud cherche son modèle de développement. Et puis enfin, une dernière question. Quels ont été les changements pour la population indienne de nos jours ou dans un temps futur ? Donc cette question elle est très pertinente puisque l'Inde c'est l'une des plus anciennes civilisations et c'était la plus grande économie qui représentait 33% de la production mondiale à son apogée. Et même au XVIIe siècle, ça n'a pas arrêté de 24%. Après la révolution industrielle et la colonisation, sa part dans l'économie mondiale s'est réduite à 4,2% seulement en 1950. Aujourd'hui, l'Inde se redécouvre et réapparaît comme l'une des économies à la croissance la plus rapide du monde et s'efforce d'occuper la place qui lui revient et dont elle a longtemps bénéficié pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité. Dans sa quête de ce voyage, au cours des dernières décennies, l'intégration du pays dans l'économie mondiale s'est accompagnée d'une croissance économique dite remarquable. Donc, du fait de son augmentation de la productivité industrielle et aussi du bien-être humain. Donc, l'Inde a connu une réduction de la pauvreté avec un accroissement de sa richesse. Donc, en l'espace de 3 décennies, elle est devenue la 3e économie mondiale, après les États-Unis et la Chine, bien évidemment. La transformation économique a amélioré la vie de millions d'Indiens. Les niveaux de pauvreté extrêmes sont passés de 45,3% en 1993 à environ 7% en 2021 et a permis à 271 millions de personnes de sortir de la pauvreté en une décennie entre 2006 et 2017. Elle devrait atteindre l'objectif de réduire sa pauvreté en dessous de 3% de sa population d'ici 2025. En outre, elle a créé une classe moyenne importante de plus de 6 millions de personnes. Près de 78% des ménages en 2030 seront à revenu moyen, contre environ 54% en 2018. Et oui, il y a un gros écart quand même, faut qu'on se le dise. En conséquence, la croissance des revenus transforme l'Inde d'une économie du bas de la pyramide à une économie véritablement dirigée par la classe moyenne. Les dépenses de consommation passant de 1500 milliards de dollars aujourd'hui à près de 6 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Pour conclure notre émission, la République de l'Inde est devenue l'un des États les plus puissants du monde. Elle est d'ailleurs actuellement la 7e plus grande puissance économique mondiale. Pour développer son économie, elle a mis en place de nombreuses dispositions dans l'enseignement et elle s'est également énormément développée au niveau du transfert de technologies. Mais malgré le fait que l'Inde soit devenue un pays industriel et technologique et qu'elle ait la croissance économique la plus rapide, les inégalités sociales restent l'un de leurs problèmes majeurs. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à l'équipe de France 2, à nos superbes journalistes, aux invités qui ont accepté de répondre à nos questions. Et merci à vous, les téléspectateurs. Je vous souhaite une très bonne soirée.